Bien, donc nous nous retrouvons pour la suite de ce cours. Euh, Au cours de l'étape précédente, dans l'étape précédente, on a vu la signature spectrale. D'accord? On a vu que chaque objet est caractérisé par sa signature spectrale. Donc, l'analyse de la signature spectrale peut se faire soit dans le domaine d'infrarouge, visible, ou bien dans les UV, mais on n'a pas vu les UV. Il faut savoir que on n'en a pas parlé parce que c'est pas trop utilisé en détection. Les rayons X, les rayons gamma, ça, c'est pas trop utilisé en détection. Mais par contre, les domaines du visible, de l'infrarouge sont beaucoup utilisés en télédétection. D'accord? Bien, donc, on a vu que chaque objet est caractérisé par sa signature spectrale. D'accord? En fonction du type de l'image, on peut avoir l'absorption ou non. Généralement, c'est au niveau des images hyperspectrales qu'on a l'absorption. L'absorption permet d'aller plus en détail dans l'identification de notre objet. Bien. Donc, ici, le tableau que vous voyez résume un peu quelques différences entre les images multispectrales et puis l'image hyperspectrale. La première différence se trouve à quel niveau? Je vous écoute. Normalement, tout le monde doit parler, tout le monde doit répondre à ça. La première différence se trouve à quel niveau? Du nombre Du nombre de bandes. de bandes d'abord. Effectivement, voilà, ça c'est la première différence. On a dit que au niveau de l'imagerie multispectrale, le nombre de bandes est limité. On a une dizaine de bandes au maximum. Alors que dans le domaine hyperspectral, on a une centaine de bandes. On a plusieurs dizaines de bandes, jusqu'à une centaine. OK? Là, le nombre de bandes est lié à quoi? À la résolution spectrale. Voilà. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai pris, l'exemple de la saucisse. Donc, quand on a une saucisse, en fonction de la taille, de l'épaisseur des saucisses, des tranches, on peut avoir un certain nombre de tranches. Quand la largeur est grande, on a des tailles, on a des tranches beaucoup, on a le nombre de tranches limité. Mais quand la taille est petite, voilà, donc on a beaucoup plus de tranches. Donc c'est exactement la même chose. Donc ici, ce sont les fenêtres d'observation. Au niveau de l'imagerie multispectrale, on a 0,1, la taille de visualisation, c'est 0,1. Alors que dans l'imagerie hyperspectrale, c'est encore plus petit, on a 0,01 micromètres, vous vous souvenez. Donc, ça fait que dans le cas de l'imagerie hyperspectrale, on a beaucoup plus de bandes. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut arriver dans les détails au niveau de l'identification de notre cible. D'accord? Bien. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'imagerie multispectrale, la représentation spectrale est discrète, alors que dans le domaine hyperspectral, c'est continu. C'est dû à la taille des bandes. Parce que d'un côté, on a les bandes beaucoup plus larges. C'est comme si on a des discontinuités. De l'autre côté, on a des bandes beaucoup plus petites. Donc, on a l'impression que les bandes sont continues. J'en veux pour exemple, on va revenir un peu en arrière. Je sais pas, je vais vous montrer l'exemple de continuité. Euh, L'image est pour le moment figée. C'est pas trop ça. Ok. Voilà, donc ici, c'est dans ce sens-là, on parle de continuité du spectre et plus discontinuité. Dans le cas ici, vous voyez que le nombre de bandes est limité. Donc, c'est comme si on voit des discontinuités. Alors que dans le domaine hyperspectral,
les tranches sont tellement petites qu'on a l'impression que il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'intervalle entre ces bandes-là. Bien, comme je l'ai dit aussi, l'imagerie hyperspectrale, elle est relativement récente par rapport à l'imagerie multispectrale qui a fait ses apparitions entre les années 1960 et 1970. Les premières images hyperspectrales ont commencé à apparaître à partir des années 80. Donc, on a dit que depuis leur apparition jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces images-là ne sont pas malheureusement disponibles au grand public. Ces images-là ne sont pas disponibles pour le grand public. Donc, comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est la méthode, les moyens pour acquérir ces images sont énormes. Donc, ça fait que le moment, ce n'est pas encore gratuit. Voilà. Donc, de toute façon, on va y revenir un peu plus loin. On va voir quelques spécificités des images multispectrales. On connaît déjà leur résolution spectrale. On a dit, chaque fois on revient dessus, c'est 0,1 micromètre. Bon, l'une des conséquences, c'est que ça n'offre pas suffisamment de précision pour une cartographie minéralogique précise. Donc, ça permet certes d'avoir certaines informations, mais en termes de précision, vraiment, ça ne fait pas l'affaire, comme on le dit. Là, les données multispectrales sont utiles pour la cartographie végétale ou ou lithologique des grands ensembles. Donc, quand on parle de cartographie végétale, là, vous voyez, on rassemble les grands groupes, les arbres d'un côté, et tout ce qui n'est pas arbre de l'autre côté, tout ce qui est l'eau de l'autre côté, etc. Donc, ce sont des grands groupes. Maintenant, quand je m'intéresse au groupe d'arbres pour savoir quelles sont les essences qu'on a, manguier, anacardier, si possible même leur taille, etc., je ne peux pas avoir ces informations-là avec l'image multispectrale. Non, monsieur. Voilà, donc c'est comme ça permet vraiment de voir les grands ensembles. Vous allez vous en apercevoir quand vous allez commencer le traitement des images vous-même. Bien. Euh, une autre spécificité, c'est qu'on peut avoir de très bonnes résolutions. On a commencé au début avec les résolutions faibles, de l'ordre de 30, 28 mètres à 30 mètres avec les images Landsat. Mais aujourd'hui, c'est possible d'avoir une image de très bonne résolution. C'est le cas des images Aster. Avec les images Aster, on peut vraiment avoir une résolution allant jusqu'à 15 mètres. Et puis en termes de clarté, c'est très intéressant. On a une très bonne clarté. Au niveau de la Landsat, on a une résolution spatiale de l'ordre de 30 mètres. Alors ça n'a pas trop évolué. Mais aujourd'hui, avec d'autres types d'images, telles que les sentinelles, on a encore des résolutions intéressantes. Vous vous souvenez, bon, quelle est la résolution des images sentinelles? Vous avez déjà entendu parler des sentinelles? Non? Oui, monsieur, nous avons déjà entendu parler de Sentinelle. Hmm. Bon, donc voilà, donc il y a plusieurs les images sentinelles. Sentinelle, c'est un groupe de produits. Dans Sentinelle, on a les images radar et puis on a les images optiques. Par exemple, Sentinelle 1, c'est radar, Sentinelle 2, c'est optique. D'accord? On a des résolutions aussi très intéressantes. Bon, au niveau de quelques applications avec les images multispectrales, faut dire que à ce jour, euh, l'image multispectrale la plus utilisée, c'est Landsat. Parce que c'est facile à voir, c'est facile à acquérir, le traitement aussi est facile,
C'est dû essentiellement à l'acquisition, c'est pratiquement gratuit. Alors que les images Aster, ce sont des images qui sont payantes. On a même les sports, les kickbirds, etc. Ce sont des images qui sont intéressantes, mais elles sont payantes. Landsat fait partie des images qui sont gratuites, qui sont libres d'accès. C'est pareil aussi pour Sentinel. Voilà. Donc, Landsat est beaucoup utilisé en agriculture. Pourquoi? Parce que ça permet d'identifier clairement, comme on a dit, les différents types de végétation. On arrive même à séparer les cultures des forêts. On arrive même à séparer aussi les savanes, etc. Donc, en fonction de la surface à traiter, vraiment, c'est beaucoup intéressant. Au niveau de la géologie, il y a pas mal de choses aussi. C'est ce qui nous intéresse. Au niveau de la géologie, on peut faire des choses intéressantes. On peut, à défaut d'identifier les minéraux, on peut identifier les grands groupes de roches, tels que les roches métamorphiques, les roches magmatiques, les roches sédimentaires, etc. Et les images aussi sont beaucoup utilisées au niveau de la foresterie et au niveau de la sécurité ou dans le domaine militaire. Donc, rappelez-vous que la première utilisation des images satellites, c'est dans le domaine purement militaire. C'est après maintenant que ça a été livré au grand public. Les images multispectrales, comme on le dit, sont caractérisées aussi par leur nombre de bandes qui est très limité. C'est vraiment très limité, mais n'empêche, on a pu vraiment faire des, des exploits, des choses intéressantes au niveau de ces images. Par exemple, en Namibie, on a pu identifier les fers, d'accord? On a pu cartographier les fers, la teneur en fer à partir des images Landsat, à partir des images euh, optiques. Ici, vous avez un exemple de traitement d'image. Donc, vous voyez ici, on a à votre gauche, on a l'image brute, d'accord? Et puis, à votre droite, on a l'image qui est traitée. On a pu identifier les entités. Donc, vous voyez ici, tout ce qui est représenté par des couleurs représente une entité bien définie. D'accord? Bien. Et ici, on a des différents types de roches. Ça a été possible de déterminer les grands groupes de roches. Ça a été possible d'identifier d'autres sites tels que euh, la forêt, les savanes, etc. Bon, voilà aussi un autre exemple. À partir de l'image, à partir de l'image Landsat, on est arrivé à faire une carte géologique d'une région. Donc, c'est vrai que l'image multispectrale a des applications limitées, mais ça a donné quand même quelques résultats intéressants. D'accord? Donc, ici, très souvent, on parle de composition colorée. C'est une méthode, c'est une démarche de traitement des images. On va y revenir. Donc, une autre méthode, ça a été produit à partir de calculs d'indices. À partir de calculs d'indices. Bien, donc on va revenir sur ces détails-là quand on va commencer les exemples pratiques. Donc, dans la démarche de traitement, il y a ce qu'on appelle
des compositions colorées. Il s'agit d'attribuer une fausse couleur à chaque bande. Ou même on peut, comme on a plusieurs bandes, on peut faire toutes les opérations. On peut faire les additions, on peut faire les soustractions, on peut faire les multiplications, etc. Tout ça, c'est pour aboutir à un résultat. Donc, ce sont les démarches du traitement qui sont vraiment connues. Mais ça se fait aujourd'hui avec les logiciels, avec les outils. Donc, il n'y aura pas trop de problèmes à ce niveau. En ce qui concerne les données hyperspectrales, les images hyperspectrales, c'est vraiment très intéressant en géologie minière parce que ça permet d'identifier les minéraux. Bon, je sais pas, vous vous souvenez de la démarche. Les roches, ce sont les grands groupes. Les roches sont constituées de quoi? Des minéraux. Donc, en géologie, ce qu'on recherche, en géologie minière, ce qui est important, ce sont les minéraux. J'ai pris l'exemple des du diamant. Le diamant, c'est un minéral. L'or, c'est un minéral. Quand tu prends le nickel, quand tu prends le cobalt, tout ce que vous entendez, l'aluminium, tout ça, ce sont des minéraux, d'accord, qui sont contenus dans des roches. Voilà. Donc, le défi de la géologie, c'est de pouvoir identifier directement les minéraux qui sont contenus dans ces roches-là et voir même la quantité. Sinon, avec les images multispectrales, c'est possible de cartographier les roches, les grands groupes. Voilà, donc c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on veut aller plus loin pour savoir dans ces roches-là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme ressources minérales, donc c'est à ce moment-là qu'on a besoin de d'autres types d'images, c'est que les images hyperspectrales. Bien, donc, les images hyperspectrales ont l'avantage de pouvoir identifier les minéraux. D'accord? Et en plus d'identification, de quantifier les minéraux et de donner la quantité d'un élément minéral dans la roche. Bien, donc on a quelques exemples d'images hyperspectrales. On a le célèbre Hyperion. Bon, là, c'est un produit qui vient des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont été vraiment les pionniers dans ce domaine. Donc, après, on a ce qu'on appelle CRIS. C'est un produit de la collaboration de plusieurs pays européens. De plusieurs pays européens. Voilà. Donc, vous voyez à côté, tout à fait à droite, on a le nombre de bandes. On a le nombre de bandes. Au niveau de Hyperion, on a jusqu'à 200 bandes, plus de 200 bandes. Au dos de Chris, on a environ une centaine de bandes, 79 précisément. Et puis Easy, c'est 64 bandes. Ça, c'est un produit indien. Et enfin, on a HI1A. Ça, c'est un produit chinois qui est, qui est constitué à peu près d'une centaine de bandes. Comme je l'ai dit, ne me demandez pas où est-ce qu'on peut télécharger ces images. Pour le moment, c'est pas libre d'accès. Euh, c'est pas libre d'accès. On a autre exemple aussi, hein, bon, Aviris, Hybrid, donc vous allez voir tout ça au niveau de votre support, du coup. Euh, bon, comme vous allez remarquer, pour le moment, il n'y a pas de pays africains dans ce domaine-là. C'est pas étonnant, hein? Euh, bien, comment est-ce que euh, on arrive à établir une relation entre la cible et puis l'analyse spectrale?
Ouais, donc, on a dit que au niveau de la cartographie par détection, c'est comme si c'est une démarche inverse. Je veux, par exemple, cartographier l'or. Qu'est-ce que je dois savoir a priori pour pouvoir cartographier l'or avec une image, que ce soit hyperspectrale ou bien que ce soit avec une image multispectrale? Qu'est-ce que je dois savoir sur l'or? Je vous écoute. Voilà, il faut connaître la signature spectrale de l'or. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je dois connaître la signature spectrale de l'or parce que la détection me donne une signature spectrale, mais comment je dois faire pour savoir que ça c'est l'or ou bien ça c'est le nickel, etc. Donc, il faudrait que je puisse avoir une référence. Donc, je dis qu'aujourd'hui, ces références existent bel et bien dans les registres, dans les bibliothèques numériques, etc. Donc, c'est exactement la même chose. Vous voyez, au niveau de l'image multispectrale, les choses sont relativement faciles parce que on peut voir les résultats directement à travers les couleurs, parce que là, on fait des regroupements. Mais ici, c'est dans les détails. D'accord? Bien. Donc, quand vous regardez sur cet exemple, on a trois entités. D'accord? On a le sol, on a l'eau et puis on a la végétation. Donc, l'eau est caractérisée par la variation de son intensité. Donc, quand vous regardez le spectre du sol, ce n'est pas la même chose que l'eau, ce n'est pas la même chose que la végétation. D'accord? Bien. On va voir les avantages de l'imagerie hyperspectrale. Le premier avantage, c'est une couverture large. Donc, ça permet de couvrir une grande zone comparativement aux méthodes géologiques qui sont les méthodes de terrain. Il faut se déplacer pour aller sur le terrain. Et quand on est sur le terrain, notre espace de travail, vous voyez que c'est relativement restreint. Ça dépasse rarement 100 mètres, d'accord? Alors qu'avec la détection, on peut couvrir plusieurs kilomètres. Le deuxième avantage, c'est gain de temps. Quand on veut rechercher une information sur le terrain directement, on passe beaucoup plus de temps. Alors que quand c'est une image, c'est facile. Donc, en très peu de temps, on a des informations. Et puis aussi, on surmonte le problème classique d'inaccessibilité. Par exemple, je veux aller dans une zone, il n'y a pas de route. Donc, ça me freine. Parce que si il n'y a pas de route, comment je vais aller prendre des informations? Avec la détection, on n'a pas ce problème-là. Qu'il y ait route, qu'il n'y ait pas route, de nuit ou de jour, on dit qu'on peut acquérir les informations. Et puis, au niveau de l'imagerie hyperspectrale, on a un pouvoir de détail très élevé. On arrive vraiment à identifier des objets qui sont très semblables. Bien, l'inconvénient, on ne peut pas parler des avantages sans parler des inconvénients. L'un des inconvénients majeurs, que ce soit au niveau de l'imagerie multispectrale ou hyperspectrale, c'est la nécessité de terrain. D'accord? Donc, j'ai des informations, certes, mais il faut que j'aille sur le terrain pour pouvoir vérifier. On a dit que la détection, c'est un moyen vraiment qui nous permet d'avoir les informations sans être en contact avec la cible, sans aller sur le terrain. Mais cela ne peut pas enlever l'étape de vérification. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs problèmes au niveau de l'analyse des données. Quand ce sont les spectres, on peut se tromper. Quand ce sont les spectres, on peut avoir
des pertes d'informations, etc. Donc, il faut toujours aller sur le terrain pour faire ces vérifications. Mais c'est juste des vérifications, c'est-à-dire que tu ne vas pas reprendre le travail en entier, mais c'est juste là où il y a des doutes, là où il y a des besoins que tu vas travailler, tu vas aller vérifier sur le terrain. Aussi, l'inconvénient, c'est au niveau du traitement de ces données-là. Donc, tantôt, j'ai parlé de l'analyse des spectres. Ça demande une certaine expérience. Donc, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure, comment on fait pour savoir que telle signature, ça correspond à l'autre, telle signature, ça correspond à quoi, telle signature, ça correspond à l'autre. Non, ça ne vient pas systématiquement du premier jour, c'est avec le temps. Donc, à force de voir la même chose, à force de voir la même chose, tu finis par retenir et ça devient une expérience. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de voir chaque fois un poulet, qui a l'habitude de voir chaque fois un poulet, même si tu mélanges le poulet avec les canards, avec les oies, etc., est-ce que pour lui, c'est un problème d'identifier le poulet? Est-ce que c'est un problème pour lui? Non, monsieur. Voilà. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais vu un poulet, tu mets un poulet au milieu des canards, des pintades, etc., est-ce que lui pourra identifier? Il n'a jamais vu, donc c'est comme ça. Donc, à force de travailler avec les signatures spectrales, à force de travailler avec, vous allez voir que ça va devenir une routine, ça s'installe. Dès que tu vois, tu arrives à repérer. Donc, c'est la même chose. C'est pas aussi compliqué que ça. Euh, Au niveau des inconvénients aussi, c'est la faible résolution. Donc, on a dit que c'est ça, les deux vont ensemble. Plus on couvre un grand espace, plus on perd d'informations. Et un des freins au niveau de l'utilisation des données hyperspectrales, c'est le coût d'acquisition. Le moment, c'est excessivement cher. Donc, ça fait que c'est pas totalement disponible au grand public. C'est spécifiquement les compagnies minières, ou bien les armées, en tout cas ceux qui ont ceux qui font de la culture intensive, qui ont besoin de beaucoup d'informations, c'est eux qui peuvent acheter ces produits-là. Bien. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de la comparaison entre les données multispectrales et puis les données hyperspectrales. Donc, avant de faire ton choix, il faut savoir exactement ce que tu recherches comme information. Et puis aussi, il faut tenir compte de tes moyens. Par exemple, on a vu que quand il s'agit de faire une première étude, savoir ma zone est constituée de quelle entité, est-ce qu'il y a beaucoup de forêts, est-ce qu'il y a beaucoup d'affleurements, est-ce qu'il y a beaucoup d'eau, etc. Donc, pour ces études-là, je n'ai pas besoin d'images hyperspectrales. Une image multispectrale peut faire l'affaire. Ou bien quand il s'agit d'identifier les roches sédimentaires, les roches, les roches magmatiques, etc. Donc, je peux me limiter aux roches, pardon, aux images multispectrales. Voilà, donc et par exemple, au niveau de la foresterie, quand il s'agit de déterminer les forêts, de distinguer les forêts des savanes, de distinguer les savanes des sols nus, il n'y a pas besoin d'une image hyperspectrale. Donc, en fonction du travail que j'ai à faire, en fonction de mon objectif que j'ai choisi, l'image. Maintenant, si se trouve que vraiment j'ai besoin de beaucoup plus de détails, par exemple au niveau de la foresterie, je dois connaître les essences, je dois connaître quel il y a dans ma zone de forêt, est-ce que j'ai des manguiers, est-ce que j'ai des anacardiers, quelle est la quantité. Bonjour, professeur. Ça va? Oui, comment tu Bon, vas? rien. Faut faire pour après. Ouais. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, avant de choisir l'image, il faut connaître d'abord
ton objectif. Et puis aussi, il faut savoir quelles sont les informations que ces images-là peuvent me donner. Quelles sont les informations que les images peuvent produire. Vous voyez? Donc, c'est à travers toutes ces informations-là que j'ai fait mon choix. Ça va? OK. Bien. Donc, pour la suite, on va parler un peu des méthodes de cartographie. Bon, les méthodes de cartographie, en réalité, sont des traitements. D'accord? Quand je veux un type d'information, ça correspond à un type de traitement. Par exemple, vous allez voir pour faire une cartographie botanique, ce n'est pas le même traitement que pour faire une cartographie géologique. D'accord? Maintenant, on parle d'océanologie. Quand je vais faire une cartographie des océans, ce n'est pas forcément le même traitement, mais c'est le même type d'image. Vous voyez que les images sont conçues de plusieurs bandes, mais chaque bande donne un type d'information. Donc, pour un type de cartographie, on n'a pas besoin d'utiliser toutes les bandes. Par exemple, ce n'est pas les mêmes bandes qui sont utilisées pour la cartographie végétale que pour la cartographie géologique. D'accord? Et ce n'est pas les mêmes bandes aussi qui sont utilisées pour la cartographie océanique. Voilà. Donc, la cartographie aussi est déterminée par les, les méthodes de traitement. Voilà. Donc, quand j'ai un objectif, je dois choisir mon type d'image et puis encore, je dois choisir le type de traitement que je dois faire. D'accord? Mais vous allez voir par la suite que en fonction de l'image que j'ai, il y a des traitements qui sont génériques à n'importe quelle cartographie. D'accord? Par exemple, ce qu'on appelle la restauration radiométrique ou bien géométrique. Donc ça, on appelle ça pré-traitement. Donc, dans l'acquisition de l'information, en réalité, il y a plusieurs étapes. Donc, je ne sais pas comment dire pour être simple. Regardez un peu la démarche de la détection. C'est à partir des informations spectrales qu'on va identifier notre objet. D'accord? Maintenant, les informations spectrales là-même, est-ce qu'elles n'ont pas de problème? Est-ce que ces informations-là ne sont pas biaisées? On a vu par exemple que dans le retour de la réflectance, est-ce que le capteur peut enregistrer à 100% la réflectance qui est émise par l'objet? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que le capteur peut enregistrer à 100% les informations de la réflectance? Voilà, il y a les pertes d'informations. Par exemple, s'il y a les nuages, s'il y a les gaz, etc. Donc, on a vu que ces gaz-là peuvent perturber le signal. Donc, la première étape, c'est de restaurer le signal qui a été émis. Donc, aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, c'est possible de restaurer le signal d'origine. Voilà, donc, cette étape-là, on appelle ça pré-traitement. C'est utile, c'est le même pré-traitement pour n'importe quelle cartographie, que ce soit géologie, que ce soit végétale, océanique, etc. Donc, il faut d'abord restaurer la vraie réflectance de la cible avant de commencer à cartographier. Donc, c'est cette étape-là qu'on appelle pré-traitement. D'accord? On peut avoir aussi un changement au niveau comment on appelle ça? Bon, en détection, on appelle ça le référencement parce qu'il y a plusieurs systèmes de référencement géométrique. Bon, vous voyez, la Terre, je vais expliquer, peut-être que vous allez comprendre à travers les explications. La Terre a une forme. Quelle est la forme de la Terre, de façon générale? Quelle est la forme de la Terre? Est-ce que c'est une forme plate? Ellipsoïdale.
Voilà, c'est une forme ellipsoïdale, d'accord? Donc, on fait une projection pour pouvoir obtenir une carte. On quitte la projection ellipsoïdale, une projection plane. Donc, pour cela, on fait des projections. Donc, il y a des transformations géométriques. Donc, l'objet qu'on va cartographier va être transformé géométriquement. Donc, il faut restaurer la géométrie réelle de l'objet. D'accord? Donc, ces étapes-là, on les appelle pré-traitement. Donc, ça n'a rien à voir avec l'objet lui-même, l'objet qu'on veut traiter. Est-ce que vous voyez? Donc, d'abord, il faut restituer le vrai signal et puis ensuite, il faut corriger la forme géométrique réelle de l'objet. Donc, cette étape-là, on appelle ça pré-traitement. Bien. Donc, ensuite, va commencer le traitement en tant que tel par le rehaussement de l'image, de la qualité de l'image. Souvent, vous allez voir une image où visuellement, ce n'est pas trop clair, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de on dit saleté, donc il faut nettoyer l'image pour que ça soit bien clair. D'accord? Donc, il y a un certain nombre de traitements qu'on fait, on peut appliquer les filtres, etc. Donc, vous allez voir ça. Donc, c'est après toutes ces étapes-là qu'on extrait maintenant l'information. Bien. Donc, voilà un exemple de pré-traitement. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on parle de... Et ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est au niveau de la correction géométrique. Et quand l'image est acquise, elle est un peu inclinée, d'accord? Alors que sa forme initiale, ça doit être redressé. Donc, on appelle ça correction géométrique, d'accord? Et puis, j'ai dit tout à l'heure, il faut corriger les pertes d'informations dues à la présence de gaz, à la présence de nuages, etc. Donc, c'est toutes ces étapes-là qu'on appelle pré-traitement. Donc, dans le pré-traitement, il y a restauration euh, géométrique, il y a le filtrage des bruits, il y a la correction des effets atmosphériques, tels que la présence des gaz, nuages, etc. Le rehaussement, ça permet d'améliorer la qualité visuelle de l'image. Je vous donne un exemple. Et là, on a la même image qui fournit plusieurs informations à travers plusieurs bandes. Ici, on a combien de bandes? On a 3 bandes, n'est-ce pas? On a 3 bandes ici. Donc, chaque bande fournit une information. Et pour améliorer la qualité visuelle, une des démarches classiques qu'on fait, ce qu'on appelle la composition colorée. D'accord? Donc, on va attribuer chaque bande à un canal de visualisation. Dans le canal de visualisation, on peut avoir le bleu, le vert et puis le rouge. Bon, c'est une opération classique, hein. On prend par exemple la bande 1. La bande numéro 1, on met ça dans le canal bleu. D'accord? On prend la bande numéro 2, on met ça dans le canal vert. On prend la bande numéro 3, on met ça dans le canal rouge. Vous voyez? Donc, et le résultat va me donner quoi? Une combinaison de tous ces canaux. C'est comme tantôt on a parlé de la lumière. La lumière blanche que nous observons, c'est une combinaison de plusieurs images, de plusieurs couleurs. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, c'est comme les exercices qu'on faisait au collège ou même à l'école primaire. Vous vous souvenez des, comment on appelle ça, des gouaches. Je ne sais pas si on utilise tout ça. On faisait ça dans art plastique. Je ne sais pas si cette matière existe encore. Est-ce que vous avez fait ça? Ça Art existe. plastique. Ça existe, voilà, où on fait les mélanges de couleurs, d'accord? Donc, vous connaissez les couleurs primaires. Vous vous souvenez des couleurs primaires?
Monsieur. Voilà, donc en tritation, on travaille avec les couleurs primaires pour donner les autres couleurs. Donc, ici, on fait une combinaison de couleurs pour pouvoir améliorer la visualisation. C'est le principal objectif. Donc, quand vous regardez au début, là, les bandes sont en niveau de gris, tout est noir-blanc. D'accord? Maintenant, quand on veut améliorer la, la visualisation, on va rendre ça coloré. Donc, pour colorer notre information, c'est facile. On prend chaque bande, on l'associe à une couleur. Et comme résultat, on a une image un peu plus claire avec beaucoup de couleurs qui nous permet de discriminer les identités. Regardez un peu la bande 1 comparativement au résultat. Si vous regardez bien la bande 1, là, vous voyez qu'il y a un cours d'eau qui passe, il y a des différents objets qui sont représentés par leur géométrie, mais on n'arrive pas à bien voir, contrairement à l'image de droite. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on peut faire le traitement à plusieurs niveaux, d'accord, en mélangeant les couleurs, ou même aujourd'hui, avec l'évolution de 3D, on peut définir une image en 3 dimensions. Ça va? Bien. Oui, ça va, monsieur. Euh, Aussi, un autre traitement qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on appelle analyse en composants principales. Vous voyez, et on a dit qu'une image multispectrale est composée de combien de bandes? À peu près, une image multispectrale est composée de combien de bandes? 10 bandes. Voilà, à peu près 10 bandes de façon générale. Et chaque bande capte un groupe d'informations. Chaque bande capte un groupe d'informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les informations peuvent revenir, les mêmes informations peuvent revenir dans chaque bande. D'accord? Par exemple, j'ai un certain nombre d'informations dans la bande 1, mais je peux retrouver ces mêmes informations dans la bande 2. Et puis, je peux retrouver ces mêmes informations dans la bande 3. Donc, il y a une répétition d'informations dans les différentes bandes. Donc, une des méthodes qu'on fait de façon classique, c'est de regrouper ces informations-là pour ne pas qu'il y ait redondance. Pour ne pas qu'il y ait redondance. Donc, on va regrouper les mêmes informations. Pourquoi? Parce qu'on veut pas utiliser toutes les bandes. Est-ce que vous voyez un peu la démarche? Puisqu'il y a des informations qui reviennent dans chaque bande. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est de regrouper toutes ces informations-là sur les 2 premières bandes ou bien sur les 3 premières bandes. Donc, en regroupant toutes les informations contenues dans toutes les bandes, dans les premières bandes, soit les 2 premières, mais les 3 premières bandes, on appelle ce travail-là analyse en composante principale. Vous comprenez? Donc ici, par exemple, on était à 7 bandes. Donc, j'ai regroupé toutes les informations là en 3 bandes pour ne pas à chaque fois avoir utilisé les 7 bandes. Vous voyez, au niveau de la manipulation, c'est lourd. Ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais réduire les informations. Donc, pour cela, je pars de 7 bandes à 3 bandes où c'est plus facile à manipuler. Il y a un autre travail qu'on fait dans la recherche d'informations, c'est ce qu'on appelle le rapport de bande. Bon, c'est une opération, comment on appelle ça, arithmétique. On peut faire une division avec les bandes, on peut faire une multiplication avec les bandes, etc. D'accord? On peut faire le rapport de la bande 1 sur la bande 2. Qu'est-ce que ça donne? Le rapport de la bande 2 sur la... Tout ce qu'on peut faire comme calcul arithmétique avec les chiffres, on fait la même chose avec les bandes. Et puis, une autre étape au niveau du traitement des images, c'est le regroupement des informations, ce qu'on appelle classification.
après avoir analysé mon image, je vais regrouper tout ce qui est arbre, ça me donne végétation. Je vais regrouper tout ce qui est manioc, igname, ça me donne culture. Je vais regrouper tout ce qui est l'eau. Je vais regrouper tout ce qui est l'eau, ça y est, les rivières, les lagunes, tout ça. Ça me donne l'eau, en un mot. D'accord? Bien. Et en regroupant ces informations, ça me donne ce qu'on appelle la classification. D'accord? Ça, c'est une démarche très, très répandue en détection. Vous allez entendre classification, vous allez entendre ACP, vous allez entendre rapport de bande, tout ça. Donc, c'est possible avec les images multispectrales, les images qui ont plusieurs bandes. Donc, ici, on a un diagramme. On a un diagramme de correction. C'est une démarche, d'accord, pour pouvoir aboutir à un résultat. D'accord? Les résultats sont en bas, soit une cartographie lithologique. Quand on dit cartographie lithologique, c'est une cartographie des différents types de roches. D'accord? Ou bien, je veux obtenir les fractures, qu'on appelle les linéaments, ou bien je veux cartographier les minéraux. Donc, en fonction de chaque objectif, il y a une démarche méthodologique à suivre au niveau du traitement. D'accord? Mais ça tourne essentiellement autour de ces étapes-là. Je vais faire une ACP, je vais faire un rapport de bande, je vais faire une classification, je vais détecter les changements, etc. D'accord? Mais le, le contenu du traitement, je répète encore, va dépendre de notre cible. Si je veux faire une cartographie mythologique, c'est pas, euh, c'est pas les mêmes étapes de traitement que quand il s'agit de cartographier les structures telles que les fractures, par exemple. Et puis, c'est pas la même démarche quand il s'agit de faire une cartographie minérale. Par exemple, ici, quand je vais faire une cartographie lithologique, je vais faire ce qu'on appelle une correction géométrique. Ça, c'est normal, il faut restituer la géométrie réelle des choses. Parce qu'on a dit que ça vient même de la forme de la Terre. La forme de la Terre, on a dit qu'elle est ellipsoïdale. Alors que les objets qu'on veut cartographier, on va les représenter sur une carte, sur euh, un objet à 2D. Vous voyez, l'ellipsoïde, c'est un objet à 3D. Et puis, nous, on veut faire une cartographie, passer à 2D. Donc, il y a forcément des restrictions géométriques qu'on doit faire. D'accord? Bien. Au niveau de la lithologie, je dois faire une étude de rapport de bande. Voilà. Je dois voir l'analyse ou bien la répercussion de la bande. Par exemple, ici, bande 3 sur bande 1, bande 5 sur bande 6, bande 1 sur bande 3, etc. Donc, je dois pouvoir faire ça. D'accord? En tout cas, si je veux faire la lithologie, c'est l'étape du rapport de bande est incontournable. Maintenant, si je dois faire une cartographie de linéament, bon là, je n'ai pas besoin de faire rapport de bande, mais par contre, je dois appliquer les filtres directionnels qui me permettent d'identifier l'alignement des structures. Voilà. Et quand je dois faire aussi une identification des minéraux, je dois faire une analyse en composante principale ou bien une analyse en composante principale spécifique. Ouais, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche
de l'information va déterminer le type d'image que je dois utiliser et puis le type de traitement que je dois effectuer. Donc, ce qui fait que vous allez voir, vous êtes en train de faire la cartographie. Vous avez vu la cartographie végétale, je crois. Donc, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes traitements qu'on va utiliser au niveau de la cartographie lithologique. Mais on utilise le même type d'image. Donc, pour faire une cartographie végétale, vous allez utiliser soit une image Landsat ou bien Sentinelle. D'accord? Pour faire une cartographie géologique, on va utiliser les mêmes images. Mais ce qui va changer, c'est les traitements. Ce pas les mêmes types de traitements qu'on va appliquer. Pourquoi? Parce que ce pas les mêmes informations dont on a besoin. Est-ce que vous comprenez? Ça va? OK. Bien, donc, qu'en est-il au niveau de l'image hyperspectrale? Au niveau de l'imagerie hyperspectrale, c'est exactement la même chose. Donc, ici, on va pas vraiment trop s'attarder dessus parce que on va pas travailler sur ce type d'image. Voilà. Pour la simple raison que cette image n'est pas accessible. Voilà. Mais on va voir de façon générale quels sont les types de traitements qu'il faut appliquer à ces images. Vous allez voir que c'est différent des traitements qu'on va effectuer avec les images multispectrales. Comme on a vu tout à l'heure, d'abord, il faut faire le pré-traitement pour restaurer la vraie réflectance des objets, pour restaurer leur vraie forme géométrique. Et puis, il faut faire soit les compositions colorées, les regroupements d'informations qu'on appelle ACP, etc. Ça, c'est spécifique aux images multispectrales. Maintenant, quand il s'agit des images hyperspectrales, ici, on va plus se focaliser sur les spectres. On va beaucoup se focaliser sur les spectres. Les spectres, la signature spectrale. Donc, c'est tout ce qui est identification, tout ce qui est analyse de la signature spectrale. Bien. Donc, dans le traitement des images hyperspectrales, ce qu'il faut savoir, c'est que on a beaucoup de mélanges spectrales. On a beaucoup de mélanges spectrales. Donc, c'est comme si on a un magasin, il y a plusieurs choses dedans, il faut les séparer. Voilà. Donc, au niveau de l'acquisition, ce qu'on a, on a un mélange de spectres. Donc, il faut séparer les spectres. Voilà, pour savoir quel spectre correspond à quelle entité. Voilà, j'en veux pour exemple ici. Vous voyez, on a un résultat, d'accord, issu d'une image hyperspectrale. Donc, dans cet exemple-là, je dois identifier le pyroxène, le kaolinite, l'hématite, le calcite. Tout ça sont des minéraux, hein, d'accord, qui ont leur intérêt au niveau de la géologie minière. Ce sont des minéraux peut-être qui se vendent cher, mais qui ne se vendent pas au même prix. Donc, moi, je vais privilégier les minéraux, par exemple, qui coûtent très cher. Donc, dans mon analyse, je vais mettre l'accent sur l'extraction du signal qui correspond à ce minéral. D'accord? Mais pour cela, je dois m'intéresser à la signature globale qui est fournie. Donc, je dois, comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, je dois connaître la signature spectrale de chaque entité que je cherche afin de les séparer, afin de les démêler. Donc, au niveau du traitement de l'imagerie hyperspectrale, vous allez entendre parler de l'étape de démêlage, qu'on appelle aussi démixage, voilà, qui constitue vraiment un enjeu au niveau du traitement. Il faut arriver à séparer les signatures spectrales, d'accord, qui au début, au moins de l'acquisition, sont mélangées.
D'accord? Donc, la technique de démêlage ou de mixage permet l'estimation des proportions des matériaux à une résolution inférieure à la taille du pixel. Bon, on a deux méthodes de mélange spectral. Le premier considère un pixel comme une combinaison linéaire de spectres purs. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que quand on a un résultat de spectre, donc dans la première démarche, on considère que c'est l'addition de chaque élément qui donne le résultat global. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, on a trois minéraux dans une roche, d'accord? Et puis, le spectre que ça donne un spectre représentatif des trois minéraux. Si vous voyez. Donc, et moi, dans mon interprétation, je suppose que euh, le spectre 1 plus le spectre 2 plus le spectre 3, c'est tout ça là qui donne le résultat final. D'accord? Donc, je dois considérer dans mon analyse que j'ai une addition de l'ensemble des spectres. Donc, je dois les séparer. D'accord? Donc, c'est une démarche qui est couramment utilisée. On appelle ça une combinaison linéaire des spectres. Voilà. Dans le deuxième méthode, pardon, le deuxième modèle, j'allais dire, le deuxième modèle euh, euh, interprète ça autrement. Donc, dans le deuxième modèle, ou bien dans la deuxième méthode d'interprétation, je considère que le signal que j'ai, ou bien le résultat que j'ai est issu des constituants purs, d'accord, qui sont indissociables. Ça veut dire que ce que j'ai comme résultat, je ne peux pas les séparer. D'accord? Donc, le spectre issu de ce type est un mélange non linéaire. Est-ce que vous voyez? Bon, en mathématiques, pour être un peu plus clair, il y a deux logiques. Je dis 1 plus 1, ça fait 2. D'accord? Donc, ça, c'est une combinaison. D'accord? Maintenant, une combinaison linéaire, ça c'est normal. Maintenant, l'autre combinaison, quand je dis 1 plus 1, ça ne fait pas forcément 2, ça va faire 1. Donc, ça veut dire que le résultat que j'obtiens n'est pas une combinaison linéaire élémentaire de chaque cas. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, ce sont les méthodes d'interprétation du signal. Bien, donc, euh, de façon générale, ce diagramme-là résume un peu les différentes méthodes de traitement qui sont appliquées à Je te salue, faut me l'imagerie. répondre. Oui? C'est qu'il faut me répondre, je te salue là, tu me vois pas bien. Nana! Nana, bonjour, Là, Nana. c'est devenu vraiment comme ça. Ah! Elle a posé là-bas. Ah, Nana! Ah, non, mais toi aussi, là, t'es pas petit, hein? Hmm? Là, tu es devenu petit dans habit là comme ça. Habit là, tu serres Non, comme ça. c'est du fort. Voilà. Ah, Alors, d'accord, ok. tu vas Ok. bien? Ouais, je vais bien. Non, non, je vais bien. Et chez toi? Voilà. Attends, c'est elle qui a voté là-haut. Oui, c'est elle qui est en train de se défiler en fond sonore. Ouais, c'est ça. Ah, Ah, très bien. ouais, d'accord. Écoute, j'ai entendu là-bas, il dit, attends, c'est pas la même familière. C'est elle qui est là. Tu as vu, c'est le tonton là qui est venu à ton baptême. Oui, Mais c'était devenu comme ça, là. elle peut pas, elle peut pas se rappeler. C'est celui-là qui a Non, non. mangé ton méchoui là. Avec ton mouton. C'était Ouais. vous. C'est tout ça qu'on fait. Ah, Ok. d'accord. Ok. Merci pour ça. Ok. Ok, bye pour ça. Merci beaucoup. Hein. Attendez. Reste tranquille. Bien. Donc, voilà un peu les étapes de la correction au niveau des traitements au niveau de l'image
multi et hyperspectrale, bon, il y a certaines étapes qui peuvent être appliquées, telles que la classification, mais c'est rare. Au niveau de l'imagerie hyperspectrale, c'est basé essentiellement sur l'analyse des spectres. D'accord? Donc, on a deux démarches. La première démarche, je l'ai dit tout à l'heure, considère notre signal résultant comme une combinaison linéaire de l'ensemble des signaux. D'accord? Et l'autre traite ça comme si ce n'est pas une combinaison linéaire. C'est la méthode de 1 plus 1, ça ne fait pas 2. 1 plus 1, ça fait 1. Voilà. Bien. Mais aujourd'hui, bon, toutes ces choses-là que je donne comme information, on ne fait pas ça de façon manuelle. Il y a des logiciels pour pouvoir le faire. D'accord? Vous avez beaucoup travaillé avec les logiciels. Bien. Donc, regardez ici, quand on fait une classification, on va toujours utiliser notre librairie, notre registre. Comme j'ai dit, ici, on a des signaux, d'accord? Donc maintenant, quand tu vas démêler, quand tu vas démixer, quand tu vas obtenir chaque signal, mais qu'est-ce qui me permet de savoir que tel signal correspond à tel minéral, tel signal correspond à tel autre minéral? Il faut un registre qu'on appelle librairie. D'accord? Voilà. Donc, quand j'ai ma librairie, je compare mes données de terrain, qu'on appelle, bon, on va appeler ça comme ça, mes données issues du traitement et puis les données qui existent déjà dans la librairie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est après toutes ces études-là, j'arrive vraiment à finaliser ma cartographie. Bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'imagerie hyperspectrale, on peut appliquer aussi ce qu'on appelle la classification. On peut appliquer la classification. D'accord? Voilà. Donc, la classification permet de regrouper les images. Quand, par exemple, j'ai identifié mes quartz, j'ai identifié mes pyroxènes, j'ai identifié mes diamants, j'ai identifié mes, euh, bon, je ne voulais pas dire ça, des nickel, des lingots d'or, tout ça. Donc, j'ai identifié tout ça, mais il faut, tel que ces informations-là sont dispersées, il faut les regrouper. Donc, c'est cette étape-là qu'on appelle la classification. D'accord? Donc, après avoir identifié les objets, il faut regrouper tous les objets qui sont identiques. Donc, cette démarche-là aussi se fait au niveau de l'imagerie hyperspectrale. On finit à quelle heure? 13 heures. Donc, il nous reste à peu près, une vingtaine de minutes. Bien, donc, évidemment, au niveau de l'imagerie hyperspectrale, on n'a pas que des avantages. D'accord? On a des inconvénients. D'accord? On a des inconvénients. Maintenant, l'un des inconvénients les plus importants, c'est d'avoir les données hyperspectrales. Voilà. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir ces images-là. D'accord? Et puis aussi, au niveau du traitement, je l'ai dit tout à l'heure, le traitement est très, très difficile parce que là, il faut avoir beaucoup de notions de physique pour pouvoir séparer les spectres et puis ensuite les identifier par la suite. Bon, euh, aujourd'hui, il existe d'autres techniques de classification bon, qui sont adaptées aux données hyperspectrales. Bon, on a les méthodes de correspondance spectrale. Voilà, basé sur la similarité spectrale en comparant les spectres d'images avec les signatures spectrales connues. Donc, c'est ce qu'on fait d'habitude. Voilà, donc, on identifie la signature spectrale et puis ensuite, on essaie de voir
à quoi ça correspond dans la bibliothèque. D'accord? Et puis, l'autre méthode, ça c'est beaucoup plus avancé, ce qu'on appelle apprentissage automatique. Donc, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Par exemple, je développe un algorithme et puis maintenant, je l'apprends à reconnaître le quartz. Bon, une fois qu'il reconnaît le quartz, moi, je n'aurai plus à faire ce travail-là. D'accord? Et puis après, je l'apprends à reconnaître le diamant. Une fois que c'est fait, donc lui va balayer au niveau de l'image tout ce qui est diamant. Il va identifier, il va isoler ça. Est-ce que vous voyez? Ou bien je l'apprends à reconnaître le nickel, le cobalt, etc. Donc, il va, comment on appelle ça, balayer toute l'image et puis reconnaître tout ce qui est cobalt, tout ce qui est nickel, et puis il me produit tout ça. Ça va? Donc, le traitement aujourd'hui peut se faire de façon manuelle, ou bien peut se faire de façon automatique. Voilà. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. Et pour la séance prochaine, vous allez déjà commencer à choisir une image, un type d'image de votre choix. Vous pouvez, je vous dis tout de suite les images qui sont disponibles gratuitement. Il y a Landsat et puis il y a Sentinel. D'accord? Mais bon, de préférence, Sentinel, ça demande de s'inscrire, il faut avoir un compte. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà téléchargé une image Sentinel? Non. Oui ou non? Non. Oui, monsieur. Voilà. Et Landsat. Oui, monsieur. Donc, vous savez comment on télécharge une image de Landsat? Oui ou non? On dirait que vous avez peur. De toute façon, cet exercice-là, vous allez faire. Voilà. Cet exercice-là, vous allez faire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez déjà, moi, je vous laisse le choix. Vous allez choisir votre image, votre type d'image, Landsat, etc. Et puis votre zone. D'accord? Tu peux choisir la zone de Korogo, la zone de Bundiali, la zone d'Abidjan, etc. Mais pour cet exercice-là, je vous conseille de choisir une zone qui est un peu plus au nord, au centre, du centre jusqu'au nord. C'est là où on voit beaucoup plus les affleurements. Au sud ici, les affleurements sont cachés par les sédiments. D'accord? Donc, c'est à partir du socle, du tiers salé pour remonter. Donc, vous choisissez une image, d'accord? Landsat. Et puis, d'accord? Et vous choisissez votre zone. Une image et puis votre zone. D'accord? Et puis, par la suite, on va voir quel type de traitement qu'il faut faire. Une classification, une composition colorée, etc. Donc, au niveau, d'ici la séance prochaine, je veux que chacun télécharge son image dans la zone qu'il veut couvrir. D'accord? Si tu veux travailler au centre, tu prends une image du centre, de Boaké, dans la zone de Boaké, Katiola, etc. Ça va? Oui, monsieur. Ok, bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter la séance d'aujourd'hui. Il nous reste deux séances, d'accord? Mais bon, moi, ce que je veux, d'accord, les deux séances qui restent, ça, c'est des séances pratiques. Donc, d'ici la séance prochaine, bon, je n'ai pas encore l'emploi du temps. Donc, vous allez télécharger une image. Chacun va présenter l'image qu'il a présentée, qui l'a téléchargée, la zone qu'il veut travailler. Et puis ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut et quel traitement il faut effectuer. D'accord? Bon. Donc, s'il n'y a pas de S'il vous plaît, questions, monsieur. voilà, s'il n'y a pas de questions, on S'il vous va... plaît. Oui, Allô, monsieur. oui, oui. Vous me recevez?
Oui, je vous entends. Ok. Euh, bon, personnellement, moi, je viens de la Oui, Guinée-Conakry. oui. Et bon, comme chez nous, il y a beaucoup d'extraction de bauxite, ce serait pas mieux pour moi de télécharger une image de là-bas? Oui, bien sûr. Peu importe, Ok. voilà, peu importe. Tu choisis ta zone et puis tu télécharges une image. Ok. Merci beaucoup, monsieur. OK, il n'y a pas de problème. Bon, donc, on se verra la semaine prochaine. Merci pour votre attention et bonne journée.